Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la 5e de couve, le podcast de débat autour du manga. Nous avons chamboulé les programmes de la 5e de couve et l'émission qui était prévue aujourd'hui, cette semaine, pour parler de quelque chose qui s'est passé la semaine dernière, c'est-à-dire le décès d'Akira Toriyama à 68 ans, l'auteur de Dragon Ball, nous a quittés et on ne pouvait pas ne pas faire quelque chose en rapport direct ou même de loin, et après au final on s'est dit que ça serait mieux de faire vraiment un truc spécial Dragon Ball, enfin spécial Toriyama surtout. Oui, spécial Toriyama, et puis de pas mettre ça dans un supplément ou ce genre de choses pour être encore plus... Enfin bref, il nous fallait un peu plus que 5 minutes quoi. Oui, et puis même ça nous empêchera pas de faire un supplément dessus quand même. Hein. Oui, ouais, bon après je sais pas ce qu'on aura à dire dessus. Ce qui se passe, c'est qu'on a aussi réfléchi à quoi faire de cette émission. Est-ce qu'on appelait des spécialistes du genre? Est-ce qu'on appelait des amis à nous qui peuvent être experts aussi dans l'esprit? Des gens de l'édition. Voilà, on s'est posé beaucoup de questions et puis finalement on s'est dit que la seule chose que vous n'allez pas avoir, ce sont vos témoignages en fait. Vous, auditeurs de la 5e de couve, alors pas tous puisque vous êtes un peu trop nombreux, mais vous allez être 4 ou 5 dans cette émission, puis on va parler de tous nos souvenirs en fait autour d'Akira Toriyama et de Dragon Ball tout simplement. Ouais, l'idée au final, plutôt que de faire juste un énième hommage, on s'est dit que d'avoir un moment un petit peu de communion, ça pouvait être cool, et puis c'est aussi bizarrement moi ce dont j'ai besoin là à l'heure actuelle, tu vois. Alors on va lancer le générique, un générique qui contient du Dragon Ball à plusieurs moments. Déjà d'une, il y a un petit extrait de l'animé Dragon Ball dans notre générique, et puis il y a aussi cette fameuse phrase que vous avez peut-être entendue là dans les infos à la radio, dans les reportages récemment, avec un extrait donc de Ségolène Royal qui s'en prenait notamment à Dragon Ball dans les dessins animés passés à l'époque au Club Dorothée. C'est parti pour le générique. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Vous êtes dans la 5e de couve, le podcast de débat autour du manga. On va pas refaire la ritournelle habituelle. Salut Cagnard. Salut Maxime. C'est donc une émission un peu plus solennelle. Alors solennelle au début, puis on va tout simplement échanger beaucoup de souvenirs, donc on va aussi s'amuser dans les instants à venir, et puis on va passer un petit coup de fil à Robin qui lui aussi ne pouvait pas être là parce qu'il n'était pas dans l'émission prévue aujourd'hui, enfin c'est celle qu'on devait enregistrer. Robin n'était pas dans cette émission là, mais là en l'occurrence il avait envie de dire aussi quelques mots à propos d'Akira Toriyama, puis de partager quelques souvenirs autour du manga Dragon Ball qu'il n'avait pas lu. C'est le Dragon Ball qu'il n'avait pas lu dès le tome 1. Ouais, non, c'était ça, il avait pas commencé par le tome 1. Salut Robin, comment ça va? Ça va et vous? Ça va. Vous m'entendez bien? Bah écoute, oui, c'est très bien. On était en train d'expliquer que t'étais pas prévu dans cette émission, et puis que là tu pouvais pas ne pas faire un petit coucou pour évoquer quelques souvenirs autour de Dragon Ball et d'Akira Toriyama. Oui. C'est la campagne ici, on capte pas très bien. Ah très bien, oui, parce que Robin est à la campagne. Oui, il est parti se retirer. Allô. Suite au décès d'Akira Toriyama, il est parti se retirer dans la campagne profonde. Au cœur d'un monastère, je crois. Oui. Ouais. C'est vrai que c'est la campagne, on capte pas super ici. Faut que tu te mettes en haut du clocher, Robin. En haut du clocher, tu capteras normalement. Robin, on disait à l'instant, est-ce que c'est Dragon Ball le manga que t'as commencé au tome 7? Non, pas du tout. Dragon Ball, alors j'avoue, j'ai plus trop de souvenirs parce que entre les dessins animés et tout, enfin, je sais que j'ai commencé par le dessin animé, mais je pense que quand je me suis mis à lire, j'ai commencé par le début. La nouvelle qui est arrivée donc vendredi matin au réveil. Moi, je l'ai eu dans les infos de mon réveil, donc c'était un peu violent. Comment tu l'as accueilli, toi, Robin? Un peu pareil, je pense que c'était au réveil aussi. Je pense que c'est même Cagnard qui avait posté le lien sur notre petite groupe de discussion. Et donc pareil, un peu sous le choc. Alors après, c'est toujours un peu compliqué parce que à la fois c'est des gens que tu as l'impression de connaître et pas de connaître, donc c'est assez spécial. C'est plus, je pense, je dirais
la journée qui a suivi avec tous les hommages qu'on suivi, le fait qu'en fait on s'est vraiment rendu compte que c'était un auteur et un artiste vraiment qui traversait aussi la sphère du manga, quoi. C'était vraiment un artiste connu du très grand public, quoi. Et ça, c'était assez émouvant et impressionnant de voir ça aussi, quoi. Avec même les plus hautes personnes du gouvernement et de l'État français qui... Ouais. Alors après, tu sais jamais à quel point c'est du calcul ou si c'est sincère, mais en tout cas, rien que le fait qu'ils en parlent, c'est déjà un signe, quoi. Clairement. Quel est ton plus vieux ou ton meilleur souvenir autour de Dragon Ball ? Mon plus vieux, je pense que c'est effectivement le Club Dorothée. Alors moi, je suis une génération vraiment fin Club Do, mais ça passait encore. Et je sais que c'est le premier manga où en fait je me suis dit, je regardais les dessins animés, mais j'avais pas vraiment la chronologie bien de l'histoire en tête. Et je me suis dit, mais là, il faut que je les achète, il faut que je les lise dans l'ordre pour vraiment comprendre tout ce qui se passe, parce que autant je connais les persos et j'aime bien la bagarre et tout, mais à un moment donné, il faut que je comprenne ce qui se passe. Trop. Et du coup, c'est vrai que je me suis mis à les acheter. Et à l'époque, ouais, c'était d'occasion. J'allais au lycée à Rambouillet et j'allais acheter mes petits tomes de Dragon Ball d'occasion dans une boutique qui s'appelle Rock et BD, où j'achetais des disques et mes Dragon Ball d'occasion. Donc c'est un peu ça mon souvenir. C'est aussi mes premiers mangas que j'ai achetés vraiment avec mon argent de poche et tout, quoi. Ça, c'est vraiment un truc symptomatique de nos générations. Le fait de voir des choses à la télé et de pas être en capacité de tout pouvoir voir, parce que soit fallait aller au vidéoclub, soit fallait... être assidu de fou et suivre la temporalité du Club Do. Tu pouvais pas forcément tous les matins être là pour la suite et tout. Puis en plus, moi, je te dis, j'étais vraiment fin du Club Do, donc je pense que c'était des rediffs, je sais même pas dans quel ordre c'était diffusé, donc c'est sûr que j'avais pas tout dans l'ordre, quoi. Ouais, il y avait des marronniers, genre je me souviens que l'arc de Freezer, ils adoraient le passer pendant l'été. À chaque fois, on redémarrait à l'arc de Freezer parce que je pense que c'était le moment où il passe Super Saiyan, donc peut-être qu'il y avait ce truc, mais je me souviens vraiment que chaque été, t'avais l'arc de Freezer, quoi. Alors que moi, je voulais l'arc de Cell, putain. Alors que non, c'est le début qui est important, c'est pas Z, c'est avant le Z. Mais c'est vrai, quand je suis assez d'accord. Ouais, je suis assez d'accord avec Cagnard. Pour l'animé, j'étais team Arc de Cell. Après, ouais, quand j'ai lu les mangas et maintenant que je les relis quasiment chaque année, j'avoue le début et je trouve la partie la plus réussie, quoi. Mais tu sais pourquoi c'est peut-être le plus réussi ? Parce qu'en fait, au début, il a encore ce truc de Dr. Slump de vouloir vraiment faire du gag. Ouais. Et en même temps, il a ce concept d'aventure qui s'est imposé. Et en même temps, c'est un fan de films d'arts martiaux. Et donc il a vraiment mélangé ces trois éléments-là qu'on retrouve vraiment beaucoup au début et moins passé les tomes 17-18. Oui, c'est clair que toutes les choses qu'aime Toriyama, tu le retrouves dans le début. Mais effectivement, on est sur un manga gag, mais si tu regardes dès le début, le fil rouge est là. C'est la quête des 7 boules de cristal et vraiment dès le début, on va dire que le second fil rouge, c'est peut-être l'armée du ruban rouge, mais elle est affiliée aux boules de cristal aussi. Du coup, c'est un ruban, c'est pas un fil. C'est pas un... Non, oui, c'est vrai. Bien vu, Maxime, puis, bien vu. Ouais. Après, c'est aussi, je pense, je dirais même esthétiquement, graphiquement, le début est finalement, je trouve, le plus riche. Parce que je pense qu'il va un peu piocher dans des imageries un peu aussi estampes, machin. Enfin, et en mélangeant du cartoon et tout. Là où après, quand tu commences à rentrer dans la partie vraiment bagarre, espace et tout... l'esthétique est un peu plus lisse, je dirais, tu vois, même si les chara-designs sont toujours hyper recherchés, hyper travaillés et puis hyper reconnaissables, tu vois. Mais t'as raison, parce que c'est vraiment dans le début qu'il y a le plus de créativité au niveau du design, que ça soit des véhicules, que ça soit des robots, des créatures, même des autres monstres qui peuplent aussi la Terre. C'est vrai qu'après ça se perd un peu parce qu'on se concentre plus sur les persos principaux, quoi. Ouais. Bah merci beaucoup, Robin. On va maintenant aller appeler quelques-uns de nos auditeurs pour partager d'autres souvenirs. Et on te laisse à ton week-end dans une abbaye au milieu du monastère, sa retraite Dragon Ballesque. C'est ça. Je vais digérer mon repas. Tu reviens quand même, hein. Yes. Bon, bonne émission, les gars. Salut. Merci. Salut, Robin. Allez, ciao. Cagnard, je te propose d'enchaîner, tout simplement les souvenirs et les gens au téléphone qui chauffent bien. J'espère que tout va bien fonctionner pendant cette émission. Oui, allô ? Bonjour Constantin. Salut, c'est Maxime, c'est la 5e de couve, c'est Cagnard avec moi. Salut Constantin. Salut Cagnard. Constantin, tu voulais partager quelques souvenirs autour d'Akira Toriyama et de Dragon Ball avec nous. Comment tu
Qu'est-ce que tu as comme plus ancien souvenir autour du manga? Alors, c'est assez marrant parce que justement, j'en parlais avec des potes ces derniers jours. En fait, j'ai l'impression que ça a plus ou moins toujours été là. C'est-à-dire qu'en fait, mes premières images de moi en train de regarder le Club Dorothée, il y avait toujours un Dragon Ball, un Nicky Larson ou autre. Et en fait, si je creuse vraiment, je pense que mon premier souvenir avec la série, ça doit être un épisode où Sangoku est sur la route du dragon pour aller rejoindre Kaio. Ah, ils étaient longs ceux-là. Filler à ce niveau-là. Ouais, ils étaient très longs. Donc voilà, et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que c'est vraiment intrinsèquement lié à l'enfance et que donc on mettait l'épisode, on avait un pauvre épisode par semaine, donc on en parlait après avec les potes. Puis il y a eu plein d'autres médias qui ont débarqué. On avait les cassettes des OAV. On avait les cartes à jouer qui nous spoilaient carrément la série, donc on était complètement en train de fantasmer avec nos potes, genre mais attends c'est qui lui, attends c'est quoi une fusion, mais c'est quoi ce délire, Bouh il était pas comme ça. Attends mais Sangoku Transformation 3, je crois que c'était vraiment le truc qui nous avait spoilé, enfin à l'époque je me souviens qu'on avait reçu les cartes et on avait vu la transformation de Sangoku, on disait mais qu'est-ce qui va se passer pour qu'il en arrive à ce point quoi. Puis t'avais toujours un pote qui se la pétait et qui disait non mais t'inquiète, moi j'ai le cousin d'un pote qui parle japonais et a priori t'avais toujours en fait voilà un gros mytho dans la cour qui allait encore plus loin dans le délire, genre ouais mais en fait il y a un Super Saiyan 8 etc. Oui c'est vrai, il y avait beaucoup de fausses histoires c'était vraiment comme une ça, sorte d'usine à fantasmes, on s'entretenait tous là-dessus et en vrai je suis pas sûr que ce soit un truc qu'on puisse revivre aujourd'hui justement du fait de cette diffusion hyper lente, enfin régulière en fait, hyper hebdomadaire. Oui, déjà on binge-watch de ouf, et maintenant il n'y a plus ce côté mystérieux, tu vois, ça se passe au Japon, on sait pas ce qui se passe là-bas, on sait pas ce que les mangaka font. C'est pour ça qu'à l'époque, il y avait autant de légendes urbaines qui existaient, comme celle de Togashi qui vivait dans la forêt, je crois, ou quelque chose comme ça, ou la transformation, ouais mais vous connaissez pas le Super Guerrier 5? Ah ouais non mais c'est mon pote qui vit au Japon, il a trouvé une cassette sous-titrée. Tu vois, ça serait plus possible maintenant, t'as qu'à aller vérifier l'information très rapidement sur Google et tu saurais que en fait la transformation 5 elle existe au final. Il était juste en avance ce mec. Oui, c'est vrai. Et en fait, et un des autres trucs assez spécifiques au manga et que en fait j'ai jamais connu après, c'est que finalement ce manga on l'a un peu pris en cours de route. On a commencé entre guillemets, je pense qu'on a à peu près le même âge. Moi j'ai vraiment pris conscience que je matais ce manga au début de Dragon Ball Z et finalement Dragon Ball, le manga n'était pas encore paru ou allait paraître côté Glénat. Et j'ai vachement rattrapé les wagons, c'est-à-dire que en fait j'avançais dans le manga, j'étais sur Freezer, sur Cell, et je découvrais en même temps Dragon Ball au format papier. Et je me disais mais ça n'a rien à voir, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est marrant parce que tu nous racontes à peu près la même chose que Robin, qu'on a eu juste avant. D'accord. C'est à peu près la même chose, il a démarré à Freezer, sauf que il savait que c'était pas le début, donc en parallèle il achetait le début, donc double temporalité de découverte quoi. Et il y a un autre truc que tu disais il y a quelques instants, Constantin, c'est que c'était Dragon Ball, enfin c'est un morceau de ton enfance. Et est-ce que cette disparition d'Akira Toriyama fait brûler un petit bout de ton enfance? Ah bah il y a carrément un petit bout qui a cramé hier quand j'ai vu passer la news. Bon alors après voilà, je sais que je ne connais pas le mec mais c'est voilà, c'est comme je sais pas, comme j'imagine nos parents ont peut-être eu ça avec Hergé ou il y a un côté un peu mec qui t'a accompagné en te fournissant une œuvre qui a aussi contribué à ce que t'es. Et ça m'a donné vraiment aussi envie de creuser ces autres œuvres. Alors, je connais Dr. Slump de loin, mais un des premiers trucs que j'ai fait hier matin, ça a été d'aller à la librairie en bas de chez moi pour commander les 2 premiers volumes pour les découvrir. Glénat te remercie du coup. Ouais. Mais voilà, et donc ça m'a aussi donné envie d'aller un peu plus loin que le simple Dragon Ball ou Jaco ou Sandland. Ou Sandland. Voilà, alors Sandland, je l'ai pas encore lu. Mais je pense qu'effectivement, il va y avoir pas mal de rééditions bientôt. Ouais, mais en fait, cette année, il y avait prévu la réédition en version full couleur de Dragon Ball. D'accord. Putain. Eh oui, une nouvelle édition arrachée. Encore une fois, merci Glénat. Ils ont parfaitement raison. C'est ça. Merci beaucoup en tout cas, Constantin, d'avoir partagé ces quelques souvenirs avec nous. Avec plaisir. Et merci de nous écouter et on te dit à bientôt alors. Ah bah c'est un plaisir, j'avais l'impression vraiment d'écouter le podcast en entendant vos voix là, c'était très bizarre. Mais tu es dans le podcast maintenant, c'est ça l'Inception. Et là, même si tu mets pause, tu vas continuer de nous entendre. Mon Dieu. Merci beaucoup. Merci à toi Constantin. Merci beaucoup. Bon après-midi. À toi aussi, salut. Avant de passer au prochain auditeur, Cagnard, qu'est-ce que ça a représenté cette disparition pour toi ?
Découvert comme toi, hein, hier matin, le premier truc que je me suis dit, c'est vraiment le premier mec qui nous a tous mis dans la sauce, quoi, à nous, enfants des années 80. Et puis j'étais un peu blasé d'avance parce que je savais qu'il y allait plein de gens qui allaient mettre des messages et j'avoue, je suis un peu un connard là-dessus, mais j'ai toujours l'impression qu'il y a un peu un concours de celui qui va faire la phrase la plus triste, la plus larmoyante et tout. Donc j'ai un peu pris le parti, tu vois, de pas trop regarder les réseaux sociaux aujourd'hui, enfin hier. Et à chaque fois que j'y suis allé, en fait, j'ai commencé à voir des gens hors du manga commencer à rendre hommage, et ça m'a touché en fait. Ça m'a vraiment touché parce que j'ai eu un peu un état d'esprit de mais toi aussi du coup des gens qui n'ont rien à voir avec le manga ou avec l'édition, et en fait j'ai l'impression que la bulle a grossi comme ça. J'ai reçu des messages de potes d'enfance dont j'avais pas eu de nouvelles depuis je ne sais pas combien d'années, juste pour me dire t'as vu, Toriyama est mort. Et en fait au final je me sentais hyper bien hier parce que j'ai vécu comme une espèce de communion généralisée. En fait, j'en parlais avec des potes et je me disais, mais c'est peut-être la première mort marquante qu'on est en train de vivre de l'industrie du manga. Alors, je parle pas de Tezuka, tu vois. Ouais, mais il y a eu Miura aussi. Évidemment, mais ça a rien à voir avec ce qui est en train de se passer, là, je trouve. Et en fait, pour moi, c'est un peu comme si c'était la mort de Michael Jackson, quoi. On est en train de vivre un moment de communion qui est assez génial, qui est parfois repris par des politiciens, et je trouve toujours ça dégueulasse, mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça. Mais par contre, tu vois, j'ai reçu un texto d'un autre pote d'enfance qui m'a envoyé une photo en faisant un Genkidama, tu vois, et à 20h, du coup, moi je suis allé me mettre sur mon balcon, j'ai fait un Genkidama aussi, je lui ai envoyé en photo, et tu sais, c'est débile, mais c'est ce qui a permis que, en fait, je suis pas triste. C'est vraiment un beau moment que je suis en train de vivre de communion, et c'est peut-être mon premier moment de communion généralisée avec toutes les personnes qui lisent du manga, quoi. Mais tu vois, sur les faits, par exemple, tu compares ça à Michael Jackson et je suis en partie d'accord avec toi, sauf que Michael Jackson, on le voyait régulièrement. Enfin, oui. Déjà, on l'a vu grandir, mais en plus, on le voyait régulièrement. Oui, il y avait tous les scandales en plus. C'est ça. Toriyama, on a 3 photos de lui. Il avait disparu complètement. Et c'est pour ça, tu as d'ailleurs. Je crois que la dernière photo officielle, c'était une photo volée de lui en train de sortir les poubelles dans son. Ouais. Ah oui, ça me parle au moment du truc des impôts là. Ouais. Et c'est marrant parce que très rapidement, je me suis dit, une fois que les hommages larmoyants seront passés, et attention, je les critique pas, hein, tout le monde a le droit d'être triste, je serais vraiment le roi des connards de critiquer, c'est juste que moi, j'aime pas voir ça. J'ai commencé à avoir un second rideau avec des gens qui rapportaient des anecdotes de Toriyama, et ça, c'est ce que j'ai envie de voir. Genre, je sais que j'ai vu un mec qui a posté que a priori Toriyama, même après le succès et compagnie, il continuait à participer à des concours de maquettes de Gundam ou de mecha, mais de manière anonyme. Et d'avions aussi, en fait. Il était très très fan d'avions et très grand fan de maquettes, ouais. Et ça, voilà, ça c'est ce que j'adore, ça c'est ce que je veux, tu vois. Je veux des petites anecdotes, je veux du vécu et pas du larmoyant. J'ai envie qu'on le célèbre, en fait, ce truc. Je te propose d'appeler Soriba. Appelons Soriba. Allô. Allô Soriba, salut, c'est la 5e de couve. Salut. Salut. Comment ça va ? Ça va et vous ? Bah écoute, ça va. Autant que possible quand on parle depuis déjà 20 minutes du décès d'un auteur qui a marqué notre enfance et avec qui on a grandi. Juste pour, tu as quel âge ? T'es de quelle génération toi, Soriba ? Je suis né en 91, donc j'ai 32 ans. Donc t'es la génération après encore. Ouais. C'est ça, exactement. Toi, un peu après le Club Dorothée. Ouais, toi t'as pas grandi avec le Club Dorothée. Non, pas vraiment. Et alors qu'est-ce que ça t'évoque, la disparition d'Akira Toriyama ? Ah bah clairement c'est un choc. En fait, le jour où je l'ai appris, enfin quand je l'ai appris hier, je m'étais réveillé à 6h du matin par hasard parce que j'arrivais pas à m'endormir. T'as senti qu'il se passait quelque chose. T'as senti. Et je vais sur Twitter et je vois Akira Toriyama en trending topics. Et là je vois qu'il est décédé, quoi. Donc c'était clairement un choc. Tu as cru tout de suite Ouais. Vu les sources qui en parlaient, effectivement, j'y ai cru tout de suite. Ouais. Et quels sont tes premiers souvenirs du coup avec Dragon Ball ? Moi, c'était le tome. Alors, je pense peut-être comme d'autres personnes qui sont passées avant moi, c'est pas vraiment le premier tome, mais c'est le tome 5 ou le tome 6. C'est le tome dans lequel le commandant Blue, il me semble que c'est ça son nom, qui poursuit Goku et Bulma pour récupérer les Dragon Ball. Donc direct armé du ruban rouge, c'est ce qui t'avait le plus marqué. En même temps, c'était la tour muscle qui arrivait derrière. C'était un des meilleurs moments, je trouve, du début de Dragon Ball. Ouais, complètement. Et en fait, ce tome-là, il me semble que c'est un cousin qui l'avait prêté à mon petit frère. Et je l'ai lu par curiosité. Et en fait,
c'est comme ça que je suis rentré dans le monde du manga carrément. Mais c'est marrant parce que générationnellement parlant, les deux personnes qu'on a eu avant toi, en fait, et des personnes de ma génération aussi, du coup, nous, on a découvert le dessin animé en plein cours, souvent à l'arc de Freezer, c'est ce que les personnes avant disaient, et en parallèle, du coup, on devait acheter les premiers tomes. Mais du coup, toi, t'as eu un truc différent parce que toi, il n'y avait pas de diffusion télé, donc en fait, toi, t'as fait partie de ceux qui ont commencé le plus tôt parce que nous, en commençant à Freezer, tu vois, mine de rien, l'histoire, elle est hyper avancée. Alors que toi, t'as commencé très tôt l'histoire, quoi. C'est ça, donc j'ai commencé directement par Dragon Ball et je suis reparti du tome 1 et j'ai lu les 42 tomes. Et cet amour pour Dragon Ball, pour Akira Toriyama, tu l'as poursuivi ensuite. Est-ce que quand tu lisais ensuite d'autres mangas, à chaque fois tu faisais peu ou prou la comparaison avec Dragon Ball? C'est-à-dire que quand tu vois Naruto, à chaque fois que tu tombes sur un tournoi, tu repenses à Dragon Ball et ainsi de suite? Ouais, bien sûr. Déjà, le simple fait dès que je vois un héros qui adore manger ou autre, je pense directement à Goku, quoi, en fait. C'est évident. Je me dis que ça vient de là. La comparaison avec Naruto, effectivement, elle est évidente avec la couleur de la tenue. Effectivement, à chaque fois que je lis un shonen, je le compare forcément à Dragon Ball, quoi. Il y a le fantôme de Goku qui plane sur beaucoup de héros. Exactement. Et à chaque fois qu'un personnage meurt, est-ce que tu te dis qu'il peut revenir aussi à cause de Dragon Ball? Ou est-ce que tu te dis que c'est parce qu'il était chauve? Non. Non, alors, comment dire, c'est vrai que les Dragon Ball dans Dragon Ball, c'est un peu un Deus Ex Machina. Ah oui, légèrement, oui. Et, légèrement, c'est ça. Et au début, c'était plutôt bien fait, c'est-à-dire qu'une personne ne pouvait pas être ressuscitée plus d'une fois. Et je trouve qu'une fois que il me semble que quand DND arrive sur Terre et qu'il renforce les Dragon Ball en faisant en sorte que à la fois Shenron puisse ressusciter un grand nombre de personnes et de manière illimitée, en fait, ça perd un peu de son intérêt. Donc, de toute façon, même à partir du moment où il n'y a plus cette idée de quête des Dragon Ball et que les Dragon Ball, ils les trouvent en 2 secondes, ça, tu sais que maintenant, c'est vraiment devenu l'artefact pour ressusciter, tout simplement, quoi. Et on n'a pas le temps d'aller les chercher. Faut qu'elles soient là, les boules. Non. Exactement, c'est ça, en fait. C'est plus un objectif de les trouver, en fait. En même temps, maintenant, ils sont quand même un peu forts pour les galérer à les trouver. C'est les boules de cristal d'un autre univers et compagnie. Quel est ton personnage préféré de Dragon Ball, tiens? Moi, c'était Trunks, bizarrement. Attends, petit Trunks ou Trunks du futur? Oui. Trunks du futur, oui. Ah. Trunks du futur. Mais toi, t'aimes bien les grosses épées. J'avais lu quelque part qu'il avait été inspiré de John de Terminator. Après, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Ah bah ouais, ça me paraîtrait, même au niveau de la coupe de cheveux, tu vois, j'ai jamais entendu ça, mais ça me paraît très crédible. J'avais lu ça quelque part et Trunks, ça a toujours été mon personnage préféré. Effectivement, déjà le fait qu'il ait une épée, ça a dénoté un peu dans l'univers de Dragon Ball, en fait. Parce que tous les autres se battaient à coups de poing ou coups de pied, et lui, il arrive avec son épée il l'utilise une seule fois et j'aime bien l'histoire qu'on apprend derrière cette épée dans un OAV. Ouais. On apprend qu'en fait, elle appartenait à Gohan du futur, qu'il a lui à l'aider juste avant de mourir. Ce bon vieux tapion. Mais c'est marrant parce qu'en plus ce matin j'ai relu l'arrivée de Trunks avant l'émission et putain mais qu'est-ce qu'elle pète la classe quoi quand il tue Freezer et son père, les coups d'épée plus, tu sais il découpe Freezer en 15 000 morceaux et en plus il met une vague d'énergie derrière pour atomiser le truc. J'ai dit putain c'est vrai que l'arrivée de ce perso quand même c'est quelque chose hein. C'est clair, en fait tu te dis que Goku a eu du mal à battre Freezer et Trunks il arrive et il le dégomme en 10 pages. Avec le daron de Freezer qui dit tu veux pas devenir mon fils adoptif et tout. Non, j'ai pas le temps. et tous les deux, en tant que fans de Dragon Ball et donc d'Akira Toriyama, est-ce que ça vous a pas toujours donné envie de vous pencher sur Dragon Quest, le jeu vidéo? D'un point de vue design, oui, moi ça m'a toujours attiré, mais tu connais ma passion pour le RPG. Le RPG tour par tour, on m'ennuie très profondément. Donc, en fait, moi, ce qui m'attirait du côté de Dragon Quest, c'était Fly. Donc, c'était pas Dragon Ball, quoi. En gros, mais je suis pas un joueur à la base. Et toi, Soriba? Je suis comme Cagnard en fait. Effectivement, j'ai jamais testé ou joué à Dragon Quest et j'étais plus sur Fly, le manga en fait. Oh putain, il appelle ça Fly en plus. Il me fait plaisir, Je me suis rattrapé. Soriba, tu n'as pas l'âge. Tu n'es pas né il y a suffisamment longtemps pour avoir le droit de l'appeler Fly, voyons.
Honnêtement, pour moi, t'es un frère. T'es un ancien. Quand j'empruntais les tomes à la bibliothèque, ça s'appelait Fly, en fait. Ah, il a le droit, c'est un ancien. Ok, les J'ai lu étaient en bibliothèque. C'est ça, exactement. En tout cas, merci beaucoup, Soriba. Enfin, sauf si tu avais quelque chose à rajouter à propos d'Akira Toriyama. Une petite dédicace. Non, effectivement, c'est un choc. Et non, moi, ce qui me touche aussi, c'est tous les hommages qu'on a pu voir de tous ses pairs, en fait. Ouais. Et c'est là où on se rend compte que, en fait, il a vraiment marqué les générations d'après. Il y a des messages. Manga, en fait. Il y a des messages d'autres mangaka qui sont vraiment crève-cœur. Genre celui de Katsura, exactement. il était hyper touchant. Celui de Renaud Le Maire aussi, il était très touchant. Mais Katsura, en plus, ils ont bossé ensemble. Ils étaient quand même assez proches professionnellement parlant, en tout cas. C'était pas forcément des amis qui se voyaient tous les jours. Mais du coup, ils avaient une proximité particulière. Oui. Ils avaient fait une histoire ensemble, un one-shot. Et ils ont énormément échangé sur ce sujet. Et il y a des interviews croisées super intéressantes sur leur façon de travailler l'un et l'autre. Et non, sinon, moi, je le vois un peu comme, alors je sais pas si vous allez être d'accord, comme un George Lucas du manga, en fait. Il a un peu inspiré ses pairs de la même manière que George Lucas inspire les réalisateurs aujourd'hui, quoi, en fait, avec Star Wars. Ouais, il y a de ça. Je trouve il y a de ça. Il a créé un univers. Il a mélangé plusieurs genres, comme l'a fait George Lucas, entre le western. Donc oui, il y a de ça. Et comme George Lucas, il a laissé sa création s'échapper, tu vois, et il la laisse aux mains des producteurs. Donc oui, un point commun en plus avec George Lucas. Et pour le meilleur ou pour le pire. Ouais, mais ceci dit, je pense que, alors pas cette année, mais les projets divers et variés d'adaptation vont en revanche probablement pulluler en général après le décès d'un auteur. Il y a deux solutions, soit c'est totalement fermé, il coupe tout, soit la famille se dit la famille, les ayants droit, les héritiers, ainsi de suite, se dit continuons à faire vivre sa mémoire à travers ses créations, et là il laisse faire beaucoup plus de choses. Ouais, et ça, je t'avouerai, je sais pas vraiment quelle est la meilleure solution quand je vois de loin Dragon Ball Super. C'est pour ça, est-ce qu'ils peuvent faire vraiment pire que Dragon Ball Super, tu vois? Et ils l'ont fait alors qu'il était vivant, donc en soi. Et encore, Dragon Ball Super, en fait, quand on commence à lire un tome, finalement, ça se dévore tout seul. Oui, ça va. Moi, je lis pas. Enfin, j'en ai lu un peu, mais ça va, tu vois. C'est juste la série la plus fan service de Dragon Ball qui existe. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup, en tout cas, Soriba, merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Et puis, merci d'écouter la 5e de couve. Merci beaucoup, mec. Merci, et continuez comme ça. Merci, salut. Salut. D'ailleurs, avant d'appeler le prochain auditeur, ça me faisait penser, quand on parle de suite de Dragon Ball Super, etc., à, pour moi, ce que ça a été Dragon Ball à une époque, la quête de Dragon Ball GT. Je t'explique. Je t'explique. On était à une époque où on ne pouvait pas tout avoir comme ça en claquant des doigts. Fallait travailler pour. Ouais, et même en fait Dragon Ball GT, ça n'a pas été disponible tout de suite, donc il fallait absolument le pirater. J'étais pas très fort en piratage, ce genre de choses. Et surtout, c'était que du dessin animé. Oui. Pour nous, pour pouvoir le voir. Donc, je m'étais fait un film. J'avais juste vu quelques images. Et j'ai imaginé ce que c'était Dragon Ball GT. D'accord, tu t'es fait ton scénar. Et je me suis fait un film en me disant que c'était génial. Et donc, pendant très longtemps, j'ai considéré Dragon Ball GT comme un truc génial parce que je ne l'avais jamais vu. Bah oui, bah évidemment. C'est le meilleur truc de Dragon Ball jusqu'au moment où tu le vois. Voilà. Et puis... L'idée de la transformation, la nouvelle du nouveau stade était intéressante. Elle était stylée quand même, cette transformation. Cette transformation était stylée. Bon voilà, il n'y a rien n'est canon dans Dragon Ball GT, non. Mais voilà, j'avais juste ce souvenir, moi, à partager cette quête de Dragon Ball GT. Il y avait ce truc que vu qu'on ne l'avait pas, on le voulait forcément, on voulait voir à quoi ça ressemblait, même si on avait entendu que c'était pas très bon et compagnie, que Toriyama était plus dessus et tout, on le voulait absolument. Et moi je me souviens qu'on s'était procuré une cassette encore en japonais, sans sous-titres, tu vois, et on avait pu regarder quelques épisodes comme ça. Je te propose maintenant d'appeler Albin, parce qu'on a eu que des garçons là depuis le début de cette émission. Grave. C'est bien aussi d'avoir une voix féminine qui nous fait part de ses souvenirs, pour nous faire part de ses souvenirs et de ce qui lui reste d'Akira Toriyama. Salut Albin. Salut. Merci d'être avec nous. Salut. Bonjour. Comment ça va? Bah écoute, ça va très bien, malgré... La nouvelle qu'on a tous apprise, et puis ça remue un peu tout le monde en fait. Bah ouais, alors juste pour qu'on se situe, tu es quelle génération toi?
Génération Club Dorothée, complètement. Ok. À fond. Ah oui, à fond, j'ai grandi avec, j'ai vu arriver Dragon Ball depuis petite en fait. J'ai vu arriver les mangas et j'ai commencé à acheter les mangas pour le travail à un moment parce que je suis bibliothécaire en fait, et à un moment où bah non, les mangas c'était pas possible parce que Ségolène était passé par là. Ah bah attends, t'as fait rentrer des mangas dans une bibliothèque, mais t'es pas malade toi? Ils auraient dû t'arrêter depuis un moment. Non, c'était le mal parce qu'à l'époque, si on pouvait faire rentrer des mangas, c'était du genre patrimonial, du genre Taniguchi. Ouais, c'est ça. Bah, de toute façon, ils juraient que par Taniguchi à l'époque. Ouais, Taniguchi, Tezuka, ça passe. Si on commence à parler de manga d'aventure, de baston, d'un petit garçon qui se promène sur un nuage magique et d'un vieux pervers qui reluque des petites filles, voilà quoi. Non, mais présenté comme ça aussi, c'est normal, t'as eu du mal. Ouais, parce que le vieux pervers, il est quand même expert en arts martiaux, c'est ça, et donc c'est lui le professeur. Oui, non, c'est sûr qu'après, j'ai d'excellents souvenirs de Dragon Ball. C'est quoi ton premier souvenir avec Dragon Ball? Bah, c'est très con, mais c'est la première rencontre en fait. La rencontre Bulma-Goku, quand elle lui tire dessus. Oui, effectivement, ouais. C'est très bête, mais j'ai trouvé ça extrêmement percutant parce que déjà une fille qui arrive avec un gun sur un scooter, j'étais là, ok, calme-toi. Tu es beaucoup trop stylé, redescends un petit peu. C'était beaucoup trop cool, et puis lui qui résiste au coup de feu, je suis là, ah ouais, non, c'est trop bien. Puis l'aventure était trop bien, Shenron était trop bien, les ennemis c'était beaucoup trop cool. Quand Piccolo a commencé à arriver, c'était juste génial. La façon de raconter était géniale, quoi, en fait. Est-ce que vous aussi, vous avez toujours voulu avoir des capsules? Ouais. Ah bah évidemment. Ouais. Non, mais... C'est pas l'une des meilleures inventions, créations du monde, ça? Non, mais partir en voyage sans avoir à trimballer 25 kilos de valise, quoi. Est-ce qu'au final, la tablette n'est pas l'équivalent de la capsule pour prendre tes mangas avec toi en vacances? Ouais, je suis d'accord, mais j'aimerais faire la même chose avec les fringues, en fait. Oui, alors on avance petit à petit, tu nous excuses. Mais oui, évidemment, c'est une des inventions qui nous a tous fait fantasmer de fou. En plus, à chaque fois, tu voyais le design des véhicules qui sortaient des capsules, il était dingue, quoi. Que ça soit la moto de Bulma ou autre, ou les vaisseaux, à chaque fois, ça te donnait hyper envie. C'était hyper rond, mais en même temps hyper détaillé. Enfin, Et même la maison, tu sais, les maisons en capsule. Oui. Il y a un petit côté un peu igloo. Toute l'architecture en fait de Toriyama qui est très ronde, même quand c'est en ville où c'est très élevé, il y a toujours cette fin où tout est rond, c'est trop cool en fait. J'adorais les villes dans Dragon Ball aussi, peut-être même plus que les déserts où ils se battaient parce que c'est sûr il n'y avait rien, mais les villes étaient cool. Et cette journée de vendredi, comment ça s'est passé pour toi? Bah, j'ai appris la nouvelle au réveil, littéralement. Ouais. Parce que là en ce moment je suis en arrêt maladie et j'ai pris mon téléphone et un de mes amis m'a envoyé un message en me disant bah Akira Toriyama est mort. Je fais non. C'est faux. Je vais vivre dans le déni, c'est pas possible en fait, non. C'est le genre de personne clairement qu'on se dit cette personne ne peut pas mourir. Alors on sait que ça arrive mais c'est pas vrai en fait. Il peut pas mourir, en plus il était jeune, donc non en fait. C'est vrai que 68 ans, c'est quand même pas vieux. Hein. Ouais, voilà. Donc, et puis, bah, il a pondu plein d'univers. Hein, parce que je pense, mais c'est vrai que mes premiers souvenirs, c'est Dragon Ball, mais j'avais aussi regardé Dr. Slump, qui avait été diffusé avant sur la 5. Ouais, je suis vieille comme ça, la 5. Non, t'inquiète, experte. Youpi, l'école est finie sur la 5. Ça, yes, on rajeunit notre moyenne d'âge, là, je le sens. Mais non, mais complètement ça. Effectivement, j'avais vu Dr. Slump et je me disais non, mais il serait intemporel parce que j'avais aussi vu ses designs sur des jeux vidéo comme Blue Dragon ou Dragon Quest, des coopérations qu'il avait faites et tout. Et j'étais là, ah, mais c'est trop bien, et il continue et c'est super cool et ce gars-là ne s'arrêtera jamais. Et on se réveille un matin et non, il est plus là. Il y a le truc aussi qui est différent d'un Miura par exemple, c'est qu'il avait quand même vraiment arrêté d'être à fond dans son œuvre. Oui, c'est ça. Il s'était un peu détaché. Il n'était pas resté. Enfin, il collaborait un peu sur le film, mais pas tant que ça. Et finalement, bah, c'était peut-être
pas plus mal qu'il s'arrête, en fait. Déjà, ça se sentait à un moment qu'il voulait arrêter Dragon Ball. Je pense surtout au passage Freezer, Cell, où ça se sent, en fait, qu'il veut mettre fin à la saga. Mais bon, il y a le pognon. Ouais, bah ouais, mais même l'arc Boo, je crois qu'il a été un peu imposé par son éditeur, parce qu'en faisant mourir Son Goku, techniquement, là, bon, bah, c'est un peu la fin, quoi, C'est ça, mais parce que l'arc Cell avait beaucoup fait vendre, mais parce que Cell était très charismatique aussi. Bah, c'est le meilleur arc de toute la série. C'est l'arc du ruban rouge. Ça y est, on va se battre sur les arcs. D'ailleurs, c'est qui ton personnage préféré dans Dragon Ball? Dans Dragon Ball, j'aurais tendance à dire Bulma. Bulma chez les filles. Bulma pour ses coupes de cheveux, j'imagine. Ouais, pour ses coupes de cheveux. Totalement improbable des fois. Non, c'est pas une vanne, parce que je les ai relus ce matin et à chaque fois, il lui trouve une coupe de cheveux complètement ouf. Et ça, je l'avais pas remarqué à l'époque. Non, mais je dirais même Bulma et Chichi, même si Chichi a un caractère extrêmement particulier. Elle a la maternité très envahissante, c'est poli. Mais c'est deux meufs qui survivent à tout, arrivent à gérer des gars qui sont complètement obsédés par le combat, voient le monde s'effondrer tout le temps et gèrent leur famille et leur entreprise. Ouais. Bah, d'ailleurs, là, tout à l'heure, enfin ce matin, quand je relisais le début de l'arc avec Trunk, t'as clairement Bulma qui s'incruste, juste pour voir les cyborgs. Alors que tout le monde est là en train de lui dire, mais c'est hyper dangereux. En plus, t'as un bébé avec toi, elle est là. Oui, non, mais juste, je veux regarder. Mais t'es inconsciente ou? C'est complètement ça. En même temps, elle est inconsciente depuis le début. Hein. Ouais, mais c'est Yajirobe qui l'embrouille. Il dit, mais surtout pas avec un bébé en plus. Mais oui, mais je me rappelle de ça, effectivement. Mais non, elles sont badass toutes les deux. Et chez les garçons, Vegeta quand même. Ouais, Vegeta quand même. Vegeta. Tu sais, moi. Team moustache, quoi. Team moustache de blédard. Tu sais, moi, Vegeta, ça a jamais été un personnage que j'ai adoré, mais c'est marrant parce que force est de constater qu'avec le temps, je suis en train de me convaincre tout seul que c'est peut-être le personnage qui a le meilleur arc scénaristique vraiment de l'histoire, qui a le plus intéressant en tout cas. Il a une très grosse évolution en fait, parce qu'il est insupportable au début. Il a cette énorme fierté qu'on peut voir de loin. Ça quoi, tellement il est bourré d'ego, quoi. Il faut qu'il se fasse maraver la gueule à plusieurs reprises pour qu'il commence à songer à redescendre. Après, il faut qu'il ait une famille. Et là, seulement, il commence à se calmer, à se dire que peut-être j'ai des priorités dans la vie. Attends, c'est donc ça la morale de l'histoire? Il faut se faire tabasser et avoir une famille pour enfin se poser. Pour enfin devenir calme. Bah franchement, je trouve que l'idée est pas bête. Mais effectivement, je suis d'accord que si tu regardes l'arc scénaristique de Sangoku n'évolue pas spécialement du début à la fin de la série. Il reste fidèle à lui-même, fidèle au Saiyan, alors qu'au final, c'est Vegeta qui, du Saiyan, s'approche de plus en plus de l'être humain au final et commence à s'humaniser. Donc évidemment, ouais, il a un arc qui, c'est pas mon personnage préféré, mais c'est peut-être l'arc scénaristique dont je préfère la progression, quoi. C'est vrai. Mais bon, Goku, c'est le héros, c'est pas le gars qui est censé changer beaucoup au final, puisqu'on a cette espèce d'identification qui reste en fait. Ouais, c'est ça. Pour tous les lecteurs, pour tous les. Ouais, mais tu vois, à la différence d'autres personnages, on va dire, du shonen, il ne doute jamais. Il a jamais de phase de doute comme tous les persos en ont, tu vois, quand ils viennent de perdre ou quand ils subissent une épreuve vraiment difficile. Sangoku, lui, c'est straight to the point. J'ai l'impression qu'il a jamais douté. Le pire truc qui lui est arrivé, c'est quand il est tombé malade du cœur, tu vois. C'est vraiment. Mais il a fallu une maladie, un parasite, tu vois, pas un extraterrestre, un parasite. Et encore, tout ce qu'il a fait, c'est hurler en étant au lit, quoi. Oui, voilà. C'était une grosse grippe. Mais écoute, on va se quitter là-dessus, alors, sur une grosse grippe, Albin. D'accord. Merci à toi d'avoir partagé tous ces souvenirs. Merci beaucoup. Ouais. Et rip Akira Toriyama. Salut Albin. Salut. C'est vrai que Dr Slump en France, on en parle quand même très très peu sur cette journée, qui a fait énormément parler de toutes les créations d'Akira Toriyama. Dragon Ball évidemment passe en premier, Dragon Quest, mais on oublie un peu Dr Slump, le titre avec lequel il s'est vraiment révélé et qui a été un carton. On s'en rend pas compte en France, mais qui a été un carton gigantesque au Japon. Ouais, complètement.
Enfin, d'ailleurs, j'ai vu pas mal de photos au Japon où ils rendaient hommage à Toriyama, mais ils utilisaient à râler, tu vois, et des persos de l'univers de Dr. Slump. C'est vrai que nous, en France, je pense qu'on a eu Dr. Slump un peu en retard, et du coup, Dragon Ball est arrivé juste après, je pense, et ça l'a déclassé un peu rapidement, quoi. C'est vrai que ça a tout déclassé rapidement, et puis on le voit aussi quand les autres auteurs ont tous rendu hommage à la disparition d'Akira Toriyama, ils parlaient aussi de Dr. Slump. Ouais. Salut Mathieu. Salut Max. C'est la 5e de coup. Salut Mathieu. Qu'est-ce que tu fais là? Eh ben écoute, je crois qu'on vient de m'appeler, alors je réponds. Mais tu fais bien, mais on continue de parler pendant la sonnerie, parce qu'on est en train de boucler cette émission, et on voulait aussi partager quelques souvenirs avec toi. C'est quoi ton premier souvenir, toi, d'Akira Toriyama, de Dragon Ball, et tu as quel âge aujourd'hui? Alors, dans le désordre, je viens juste d'avoir 43 ans cette semaine. Bon anniversaire. Mon premier souvenir, c'était évidemment le Club Dorothée, donc format dessin animé. Mais pour moi, je dirais le souvenir le plus important, ça a été avec un de mes potes et librairie Tonkam à Paris, quoi. Ah, ça c'est un ancien. Parce que le truc, c'était c'était d'aller acheter justement les quelques mangas qui nous arrivaient en France en japonais, et surtout découvrir par avance ce qui allait se passer, quoi. Ah, tu les achetais en VO, toi? Ah bah oui, à l'époque, écoute, c'était 94, quelque chose comme ça. Et là, je les ai encore. Je te parle du numéro, ça doit être 28, 29, tout ça, avec la fin de l'arc Freezer, où je me vois encore avec mon pote, on se dit, mais c'est qui ce mec qui débarque avec son épée, qui le coupe en deux d'un coup? C'est marrant parce qu'il y a un autre auditeur qui nous a parlé de Trunk. On a déjà parlé de l'arrivée de Trunk, mais comme quoi c'est vraiment symbolique chez beaucoup de personnes, quoi. Ah là là, tu vois, voilà, c'est exactement ça. C'est tout à fait ça. C'est vraiment, pour moi, c'est ma pierre angulaire, quoi. C'est ce qui fait que derrière, ensuite, j'ai enquillé tout ce qui va avec. C'est ce qui fait que, tu vois, aujourd'hui, j'ai 2 enfants. Ma plus grande, elle a 16 ans. Et je la vois, elle doit avoir 10-11 ans. Elle me dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais lire dans tout ce que t'as? Et je lui file justement les Dragon Ball, la version orange. Et alors là, elle a tout fumé. et puis, je sais pas quoi dire d'autre. C'est vraiment ça. C'est la passation en même temps. Hein. Qu'est-ce qui se serait passé si elle avait pas aimé? Qu'est-ce que tu aurais fait? Il l'aurait vendu. Il y a plein de moyens de se débarrasser de ses enfants, mais lequel t'aurais préféré? C'est vrai. Mais tu sais, le pire, c'est que c'est elle qui m'a coincé. Mais vraiment, il y a 2 ans. Elle venait d'en avoir 14. Et je crois que dans une émission, vous aviez parlé de nous, il restera que des cendres. Bon, j'en avais entendu parler et tout. Je me dis, putain, sympa, faudrait que je me l'achète. Et tu sais quoi, c'est elle. Chez le libraire, elle se l'est achetée, elle l'a lu, et elle me l'a mis sur mon bureau un soir avec un petit post-it en mettant « C'est trop cool ». Quand j'ai vu la couverture, je savais de quoi ça parlait, je me suis dit « Waouh, c'est quand même un peu... » tu vois. Et en fait, c'est top, c'est exactement ça, c'est l'échange dont tu parles. Ta fille qui t'a conseillé du manga, je rêve de ta vie, vraiment. je veux une vie comme ça, tout pareil. Et tu vois, et on continue encore, c'est ça qui est génial. Et du coup, ça lui a provoqué quelque chose, la disparition d'Akira Toriyama, à ta fille, qui a 14 ans, du haut de ses 14 ans. Alors, maintenant, elle en a 16, hein, attention. Maintenant, elle en a 16. Ouais. Et hier, c'est ça, hier matin, j'entends, j'allume mon téléphone, je suis, oh putain. Et elle déboule au petit-déj, je lui dis, tu sais quoi, Akira Toriyama, il est mort. Ah bon? Si tôt, mais il avait quel âge? Mais vraiment, tu vois, 68 ans et tout. Et si. Elle aussi, elle a réagi en se disant, ah ouais, d'accord. Là, il y a quelqu'un d'important qui vient de partir. Donc. Et puis elle a eu que 2 ans d'intervalle entre la découverte de Dragon Ball et la mort de l'auteur. En fait, c'est hyper court, quoi. Ça m'avait fait la même chose, moi, avec Freddie Mercury. Non. Dragon Ball, c'est quand elle avait 10-11 ans que je lui ai mis entre les mains. Ah, 10-11 ans, j'avais compris 14, d'accord. Oui, carrément. Et puis elle bouquine, et voilà. Et donc c'est elle qui des fois me ramène des trucs et tout. C'est ça, tu vois. Donc c'est la passation, hein, vraiment.
J'ai beaucoup re-regardé une publicité hier. C'est la publicité qu'ils ont fait pour la sortie du jeu Kakarot Dragon Ball. Et c'est une pub où tu vois un adulte qui vient de s'acheter le nouveau jeu Dragon Ball Kakarot. Et il se revoit quand il était petit à essayer de faire des caméras et tout. Elle est hyper touchante cette pub. Je vous conseille de la regarder sur YouTube. Elle est vraiment touchante. Merci beaucoup en tout cas Mathieu d'avoir partagé tout ça avec nous. On va devoir terminer cette émission puisque ça va être l'heure, mais en tout cas c'est un plaisir de t'avoir eu avec nous. Un plaisir vraiment partagé. Et puis merci à vous, votre équipe et tout, parce que chaque semaine c'est un vrai plaisir de vous entendre. C'est comme si j'écoutais des potes alors qu'on se connaît pas, et c'est vraiment chouette. Donc continuez quoi. Merci beaucoup Mathieu. Et passe le bonjour à ta fille. Ouais. Attends, non, elle est bizarre ma phrase. Non, c'est respectueux ce que je dis. Ouais. Attends qu'elle soit majeure. Allez. Non. Salut Mathieu. Salut. Merci beaucoup Cagnard d'avoir participé à cette émission. Merci à tous de nous avoir écoutés. Profitez de cette émission pour partager tous vos souvenirs autour d'Akira Toriyama et autour de Dragon Ball. On essaiera de tout rassembler puis de partager au maximum tout ça. Et faisons en sorte que ça soit une grande célébration, une grande célébration du manga. Façon Genkin Dama, exactement. Comme la photo que tu fais, tu m'enverras cette photo d'ailleurs. Ouais, bien sûr, je te la montre après. Ça marche. Merci à tous de nous écouter. Et puis, on reprendra les programmes habituels de la 5e de couve la semaine prochaine. Ciao, salut. Salut.